activité la première activité de 2023 de la chaire en fiscalité et finances publiques. Mon nom est Suzy Saint-Cerny, je suis professionnelle de recherche à la chaire en fiscalité. On est encore avant le 15 janvier, donc j'en profite au nom de l'ensemble de l'équipe de la chaire en fiscalité et finances publiques pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2023 qui débute. Donc, aujourd'hui, je vais agir à titre d'animatrice pour le lancement du bilan de la fiscalité, mais juste avant ça, on va prendre une à 2 minutes pour vous présenter 2 capsules vidéo de nos principaux partenaires partenaires financiers du lancement de la fiscalité, donc l'Ordre des CPA du Québec et l'Association de planification fiscale et financière. Allons-y. Bonjour à tous, je suis Maurice Mongrain, président-directeur général de l'APFF, une association qui regroupe plus de 2500 fiscalistes québécois. Nous sommes heureux de commanditer le bilan de la fiscalité pour une 3e année consécutive, d'autant plus que le sujet est d'un grand intérêt, évidemment, pour nos membres. Enfin, je profite de l'occasion pour saluer votre invité d'honneur, notre ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard. Donc, bonne journée à tous. Bonjour à tous. Il me fait bien plaisir encore une fois cette année de vous adresser ces quelques mots pour entamer le bilan de la fiscalité au Québec en 2023 et évidemment, je commence en vous souhaitant la meilleure des années. J'aime bien l'événement d'aujourd'hui parce que je trouve que c'est celui qui met le plus la table pour les défis qui nous attendent en matière de fiscalité. Je vous disais d'ailleurs à la même tribune l'an dernier que le Québec devra faire preuve de beaucoup d'innovation et de créativité pour trouver des nouvelles façons de créer la richesse. Alors qu'on espérait un certain retour à la normale en 2023, certains économistes prédisent minimalement une tempête, peut-être même une récession. Alors, c'est certain que les Québécois et Québécoises n'ont pas fini d'entendre parler de nos défis en matière de fiscalité et de finances publiques. Évidemment, je profite de l'occasion pour vous offrir l'appui des 41 000 CPA au Québec qui peuvent vous aider à naviguer toute cette incertitude. Je vous souhaite un excellent événement. Alors, merci à nos partenaires financiers. On est vraiment très contents de vous avoir et on apprécie grandement. Donc, on est là aujourd'hui pour le lancement du bilan de la fiscalité. Aujourd'hui, une journée de tempête. Donc, notre programme est un petit peu chamboulé. On va débuter notre présentation du bilan. Suite à ça, Monsieur le ministre, qu'on va accueillir, Monsieur le ministre des Finances, qu'on va accueillir comme conférencier d'honneur, va se joindre à nous et on va reprendre ensuite notre présentation. Donc, pas de problème, on va s'adapter. Donc, le bilan de la fiscalité, ils vont être présentés essentiellement par 2 personnes qui y ont contribué, donc des membres de l'équipe. Ce bilan-là, on le fait justement en équipe. On est plusieurs à y contribuer. Luc Godbout est titulaire de la chaire et professeur en fiscalité, ainsi que Tommy Gagné-Dubé, vont essentiellement vous montrer certains éléments de ce bilan-là aujourd'hui. Je vais aussi y participer à cette présentation-là. Donc, bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre. Fait que, oui, on pourrait tout de suite passer passer à la présentation. On revient à notre plan initial. Donc, avant de vous présenter le contenu du bilan, on va accueillir avec plaisir le ministre des Finances, Monsieur Éric Girard. Comme ministre des Finances, Monsieur Girard est aussi responsable de Revenu Québec. Donc, en tant que responsable de Revenu Québec, pour nous, à la chaire en fiscalité et finances publiques, c'est donc tout naturel de l'inviter au lancement de notre bilan de la fiscalité, qui est une publication importante pour nous à la chaire. Donc, je vous remercie. On apprécie vraiment grandement votre présence à notre bilan de la fiscalité. Suite à sa présentation, on va avoir une dizaine de minutes pour des questions pour Monsieur le ministre. Vous pourrez donc les transmettre par l'entremise du Zoom et moi, je vais pouvoir les transmettre à Monsieur le ministre. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole. J'avance comme ça? Oui, c'est ça. Et je recule comme ça. Ça va? Bien, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de participer aux activités de la chaire et merci pour l'invitation. Et évidemment, tous les budgets sont importants, mais c'est certain que cette année, les conditions économiques font que ce sera un budget d'autant plus important. Et bien sûr, la première année
d'un deuxième mandat d'un gouvernement, c'est également extrêmement important. J'aimerais vous parler de trois choses aujourd'hui. D'abord, la situation de l'économie québécoise d'un point de vue cyclique, mais il faut toujours garder le long terme, le structurel. Ensuite, j'aimerais parler du régime de rente du Québec. Nous aurons une consultation publique dès le mois de février. C'est extrêmement important. Et finalement, je vais vous parler des consultations prébudgétaires. Alors, au niveau de l'économie, j'aimerais dire trois choses. Premièrement, il est indéniable que l'économie ralentit. Deuxièmement, l'inflation baisse et va continuer de baisser en 2023. Et troisièmement, bien qu'il y ait des risques importants de ralentissement économique en 2023, le Québec n'était pas en récession, selon nous, à la fin de 2022, selon ce que nous connaissons en termes de données économiques. Et j'aurai l'occasion d'expliquer ça. Donc, l'économie ralentit, l'inflation diminue, et nous n'étions pas en récession au quatrième trimestre de 2022 au Québec. Au niveau de la prévision économique, 2022 et bien sûr 2021 auront été d'excellentes années de croissance économique et nous avons une prédiction de ralentissement important à 0,7 % pour 2023. J'ai déjà mentionné que la prévision incluait l'effet des mesures du bouclier que nous connaissions et qui n'étaient pas intégrées dans la prévision des économistes du secteur privé, mais elle a été faite un peu avant les dernières estimations du secteur privé. Et donc, si j'avais fait la prévision, par exemple, la dernière journée de 2022, probablement que la prévision aurait été plus 0,5 que 0,7. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, le gouvernement du Québec, devant l'importance du risque de récession en 2023, a fourni un scénario alternatif où la production est 1,7 % plus basse, c'est-à-dire qu'on aurait une croissance de moins 1 % en 2023 et en baisse de 0,4 par rapport à la prévision de base pour 2024. Oh, excusez-moi. On a un problème avec la présentation. On va attendre la correction. Possible de la remettre. OK. Alors, il est possible que le problème origine de celui qui tenait la manette. Je vais prendre la responsabilité. Pour l'inflation, 2022, en moyenne, 6,8 % au Québec et 4,8 % pour la composante fondamentale. Mais nous avons une prévision pour 2023, moyenne de 3,7 et 3,5. Mais ça, c'est important de dire que c'est un premier semestre qui est élevé et un deuxième semestre qui est faible. C'est une moyenne. Et donc, le ministère des Finances du Québec prévoit que l'inflation avoisinera ou sera légèrement inférieure à 3 % à la fin de 2023. C'est donc, si on regarde par rapport au niveau où nous sommes à la fin 2022, c'est-à-dire dans les hauts 6 % et 5 % au niveau fondamental, bien, on aura une baisse importante. Et tous les indicateurs que nous avons confirment cette baisse, c'est-à-dire que la composante des biens mensuellement est négative présentement. On a vu hier aux États-Unis, composante des biens négative. Les moyennes 3 mois sont inférieures aux moyennes 12 mois. On a d'autres indicateurs qui nous montrent que la baisse de l'inflation, c'est commencé. C'est réel et ça va aider. J'ai entendu plusieurs analystes qui, lors de la publication du troisième trimestre négatif, ont voulu affirmer que la récession au Québec avait commencé au troisième trimestre de 2022.
Ce n'est pas impossible. Les données économiques sont révisées et surtout les données des provinces sont publiées tardivement et sont volatiles. Mais j'aimerais affirmer avec conviction que toute l'information que nous avons sur le 4e trimestre est qu'il sera positif. Et d'ailleurs, le 3e trimestre était négatif. Pourquoi? En raison du secteur extérieur. La consommation et l'investissement au 3e trimestre, la demande intérieure était positive. Et au 4e trimestre, les données que nous avons, qui, je l'admets, sont partielles, mais que ce soit les ventes au détail, les exportations, les livraisons manufacturières, elles sont toutes positives. La contribution des mises en chantier est nulle, mais regardez les heures travaillées et les emplois, en hausse de 1,3 trimestriellement. Et tous ceux d'entre nous qui ont déjà vécu des récessions savent que l'emploi n'est pas en hausse de 1,3 dans un trimestre où la croissance est négative. Alors, je me permets d'affirmer que, étant donné, avec l'ensemble d'informations que j'ai aujourd'hui, le Québec n'était pas en récession à la fin de 2022, contrairement à ce qui est dit par certains analystes. Pourquoi serions-nous en récession peut-être en 2023? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs. L'économie, c'est compliqué et il y a toutes sortes de sources pour s'informer, puis on peut en débattre des heures et des heures. Mais il reste que la structure à terme de taux d'intérêt, les hausses de taux directeurs de 400 points de base au Canada auront un effet indéniable sur la consommation et l'investissement, la confiance, et ça va ralentir l'économie. Et donc, d'un point de vue cyclique, le facteur le plus important à surveiller pour 2023, c'est la vitesse avec laquelle l'inflation va diminuer. Parce que si l'inflation diminue rapidement, eh bien, dès la mi-année, on pourra avoir des baisses de taux et donc diminuer cet effet qui est la source principale du ralentissement économique. J'aimerais parler un peu du structurel. D'abord, récemment, nous avons honoré Pierre Fortin, un économiste que Suzy et moi connaissons bien parce qu'il a été un de nos professeurs. Et on a honoré son travail et Pierre a pris la peine de souligner les progrès exceptionnels du Québec au cours des 60 dernières années. Et j'aimerais dire que notre gouvernement, notre objectif le plus important, c'est d'amener le Québec à un autre niveau. Et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2018, le PIB potentiel du Québec était estimé à 1,3 annuellement. Et nous voulons amener ce PIB potentiel à 2 Et cette augmentation-là, c'est extrêmement important. C'est un effort extrêmement important, passer de 1,3 à 2 Tout ce que nous faisons au gouvernement a en tête cet objectif à long terme. Le premier ministre l'exprime souvent en termes d'élimination de l'écart de richesse avec l'Ontario. Je suis un économiste, je l'exprime en termes d'augmentation du PIB potentiel de 1,3 à 2 Et le Québec a des avantages compétitifs qui sont indéniables. Je me suis permis de faire une énumération ici. Vous pourrez y ajouter les éléments que vous voulez. Mais le Québec a des avantages compétitifs. Nous allons continuer à travailler pour amener le Québec vers une croissance carboneutre à long terme et une économie compétitive. Et tout le travail qui est fait aux finances, au ministère de l'Économie, l'ensemble du gouvernement vise vraiment à amener le Québec vers un autre niveau d'un point de vue structurel. J'arrive à un de mes sujets favoris parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. En vertu du régime de rente du Québec, nous sommes obligés par la loi de faire une consultation publique aux 6 ans. C'est donc cette année que nous allons consulter les experts. C'est d'abord et avant tout un débat d'experts, mais la population, on parle d'un des piliers de la retraite au Québec, c'est extrêmement important. Et contrairement à ce qui se passe en France, parce que les journalistes ont déjà commencé à me dire, oui, mais avez-vous vu ce qui se passe en France? Oui, j'ai vu ce qui se passe en France et je suis ce qui se passe en France et c'est extrêmement intéressant. Mais il faut le dire, à la base, ce que la France essaie de faire, c'est de renflouer son régime. La santé financière du régime de rente du Québec
est excellente. Et ça, c'est le point de départ de la consultation. Maintenant, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut faire avec cette marge de manœuvre qui est, somme toute, faible, mais qui est quand même néanmoins là. Et à la limite, on pourrait rien faire et baisser les cotisations, ce qui ne sera probablement pas le fruit des consultations. Mais il est important de dire que le régime est en santé. Ensuite, il est important de réaliser que le risque de longévité a augmenté pour les Québécois. C'est-à-dire qu'en 1984, l'espérance de vie était de 76 ans et qu'on estime qu'en 2030, l'espérance de vie sera de 85 ans. Mais il y a un autre facteur, c'est que les gens étudient plus longtemps. L'âge d'entrée dans la vie active est passé de 19 à 22 ans. On a donc comprimé la période de vie active et augmenté la période de retraite. Et donc, l'objectif le plus important de la consultation, c'est la sécurité financière des Québécois qui font face à ce risque de longévité. Alors, il y a des pistes de solutions qui vont être étudiées par la Commission, les experts, les parties prenantes, les syndicats, les employeurs, les actuaires, les économistes. On va regarder ce qui se fait notamment dans le régime de pension du Canada et ailleurs. On va regarder ce qui se fait en France aussi. Et on a des propositions qu'on regarde au niveau de l'âge d'admissibilité à la rente de retraite. Présentement, on a un régime 60, 65, 70, c'est-à-dire qu'à 65, on a la rente optimale, où c'est l'âge de retraite qui est visé, et il y a des pénalités si on commence à 60 ans, et la rente est bonifiée et doit être prise au plus tard à 70 ans. On a, en campagne électorale, notamment suite à des travaux de la Chaire, je dois le mentionner, et le fait que le régime de pension du Canada est comme tel, c'est-à-dire qu'on a proposé que les cotisations pour les gens qui reçoivent déjà leur régime de rente après 65 ans soient facultatives. On va étudier des actions pour assurer la pérennité du régime. Et on va aussi vouloir reconnaître des situations particulières, notamment les proches aidants. Et on va vouloir aussi protéger les gens qui travailleraient après 65 ans, mais qui diminueraient leur revenu moyen de contribution. Alors, si je pouvais dire une chose sur le régime des rentes, cette consultation est extrêmement importante. Je vous encourage à vous y intéresser et à suivre les travaux de la Commission. Ce sera la Commission des finances publiques et en février. Les consultations prébudgétaires. Eh bien, avant de consulter, c'est important de se rappeler quelles sont les priorités du gouvernement. Eh bien, nous sommes cohérents. Ce sont toujours les mêmes priorités. Les missions principales de l'État, santé, éducation. L'économie, parce que les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. On a donc besoin d'une économie forte. J'ai déjà dit que nous avons une vision à long terme d'amener le Québec à un autre niveau. L'environnement, je pense que c'est extrêmement important. Les citoyens attendent ça de nous. C'est au cœur de nos préoccupations. Et bien sûr, mon rôle à moi, le ministre des Finances, est de toujours se rappeler que la saine gestion des finances publiques est une condition essentielle d'un bon gouvernement. Et donc, les consultations prébudgétaires amènent les questions suivantes. Et là, on a des consultations budgétaires publiques, ouvertes. Tous les mémoires qui seront déposés seront disponibles sur le site du ministère, mais nous nous sommes permis d'adresser directement des questions dans nos facultés universitaires d'économie, de fiscalité. Et nous avons aussi des engagements. Nous avons dit que nous reviendrons à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, que nous établirions de nouvelles cibles de dette à long terme. Et donc, dans nos consultations, nous voulons savoir quelle est la meilleure façon de réduire l'impôt des particuliers afin de maximiser les effets sur l'économie.
c'est notamment un engagement de notre gouvernement de réduire le fardeau fiscal. Et je pense qu'après, on va parler du bilan de la fiscalité. Et ma page favorite, c'est la page 37, je vous le dis tout de suite, où on compare le fardeau fiscal du Québec à celui des autres provinces. Mais il y a d'autres excellentes pages. Les objectifs de réduction de dette que le gouvernement devrait se doter. Alors, on va vouloir se doter d'une nouvelle cible de dette à long terme. Et on doit donc, nous vous consultons pour savoir quelle devrait être cette cible. On sait que l'esprit de la loi, c'est la moyenne d'endettement des provinces canadiennes. Et ce qui, en dollars d'aujourd'hui, est évidemment inférieur à la situation du Québec. La taille optimale du Fonds des générations, le Fonds des générations a été conçu pour réduire le poids de la dette. Mais j'entends parfois des analystes dire que la taille du Fonds des générations, la taille optimale, c'est le plus élevé possible parce que le fonds capture la prime de risque, c'est-à-dire qu'on emprunte de l'argent sur les marchés financiers pour prendre des positions sur les marchés financiers qui sont risquées et on capture une prime de risque qui correspond à peu près à 3 % à long terme. Mais il n'est d'aucune façon garanti que cette prime de risque réalisée sera positive et elle n'est certainement pas positive à chaque année, comme l'année 2022 l'aura bien démontré. Alors, quelle est la taille optimale du Fonds des générations en proportion de la dette? Et finalement, toute suggestion visant à maximiser le potentiel économique du Québec, réduire les gaz à effet de serre, on pourrait dire aussi accroître la biodiversité, améliorer la redistribution de richesses sont évidemment les bienvenus. Alors, je conclurai avant de prendre des questions pour dire que l'économie ralentit, l'inflation diminue, les indicateurs qu'on a sur l'inflation sont positifs, c'est-à-dire que la réduction de l'inflation pourrait se faire à un rythme un peu plus rapide ça pourrait se faire un peu plus rapidement que les économistes l'anticipent. Et le troisième point, c'est que à la lumière des données que nous avons qui ont été publiées, le Québec n'était pas en récession au 4e trimestre de 2022. Il y a une consultation sur le régime des rentes du Québec publique qui aura lieu en février. C'est extrêmement important. L'objectif est d'accroître la sécurité financière des Québécois. Et finalement, un bon budget est un budget qui a pris la contribution des parties prenantes et les consultations prébudgétaires sont lancées et ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, notamment sur ce sujet. Et je pourrais maintenant prendre des questions. Je pense qu'il nous reste 12 minutes. Oui, tout à fait. Merci, M. Girard. Merci, M. le ministre. Donc, oui, on va passer à la période de questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, vous pouviez déjà le faire, il y a des questions qui sont déjà rentrées, nous écrire des questions par l'entremise de la section questions et réponses du Zoom. Mais pendant que je regarde les questions, Luc, je te laisse peut-être une première question pour M. le ministre. Parfait, merci. Donc, pour une deuxième année consécutive, je vais vous poser une première question sur le régime des rentes du Québec. Puis, à vrai dire, c'est pas une question du public, mais indirectement, c'est une question du public parce que je me la suis fait poser quand même quelques fois depuis que vous avez lancé les consultations publiques sur le régime des rentes, dont vous avez déjà parlé durant votre présentation. Les gens se posent la question de dire, il y a des consultations publiques, mais une fois que les consultations publiques sont faites, les propositions vont être mises en œuvre quand? Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que ça va être rétroactif au 1er janvier? Est-ce que ça va être quelque part après le budget ou est-ce que ça va être en 2023 ou un peu plus loin, la mise en œuvre de ces éléments-là? Bon, dépendamment comment les consultations vont, s'il y a un fort consensus pour certaines des propositions qui ont été avancées, l'énoncé de politique publique pourrait venir aussi vite qu'au budget. Maintenant, l'application des mesures, on parle du régime de rente du Québec, ça va se faire dans le temps. On parle d'un régime avec un horizon long terme, d'un outil, un des piliers de la retraite du Québec. Alors, je pense que toutes les mesures qui seront mises en application le seraient dans un temps approprié et dépendamment de la mesure, on peut parler d'années ou de mois. Je n'envisage pas de changement rétroactif. C'est bon. Merci.
Pas au 1er janvier 2023. Je me permets de m'avancer là-dessus, mais ayons les consultations d'abord. Parfait. Merci, Luc. Merci, Monsieur le ministre. Donc, on va continuer avec les questions du public. Donc, naturellement, on parle de baisse, vous avez régulièrement parlé de baisse d'impôts, on parle de possibilité de récession, vous avez dit qu'on ne l'était pas à la fin de l'année. La question est, il n'est pas un peu difficile de conjuguer baisse d'impôts et récession ou possibilité de récession? Est-ce que c'est une possibilité de repousser la promesse? C'est-tu quelque chose qui est envisageable? Vous avez posé la question aussi dans les consultations budgétaires. Si cette option-là n'est pas très populaire, est-ce qu'il y a moyen de la revoir, finalement? Je serais surpris qu'elle ne soit pas très populaire parce qu'on a déjà identifié les paliers où les Québécois paient, toute proportion gardée, plus d'impôts que notamment l'Ontario. Et également, c'est certain qu'en favorisant le premier palier, on se trouve à toucher l'ensemble des Québécois qui paient de l'impôt, c'est-à-dire 4,6 millions de contribuables. Alors, nous, notre engagement, c'est de réduire le fardeau fiscal. On va se prononcer précisément au budget, puis on est toujours intéressé à écouter, connaître ce que les gens vont dire. Et présentement, je n'ai pas l'ensemble des demandes de la société civile. Alors, c'est vraiment au budget que la réponse va venir, mais en général, nous sommes un gouvernement qui mettons en application ce que nous avons promis et nous avons dit qu'il était impératif de réduire le fardeau fiscal. Et il y aura une présentation après sur le bilan de la fiscalité du Québec. Et il est indéniable que le fardeau fiscal des Québécois est plus élevé que la moyenne canadienne ou la moyenne de l'OCDE. Par contre, on a un panier de services différent, mais c'est une priorité de notre gouvernement. Ça viendra en temps et lieu. Et nous, c'est une écoute qui est sincère. Alors, on va écouter ce que les gens ont à dire et on parlera au budget. Merci. Merci beaucoup. Concernant, vous avez parlé de l'espérance de vie là, qui s'allonge en lien avec le régime des rentes du Québec. Quelqu'un pose la question, je ne suis pas certaine que ça s'adresse tout à fait au Québec, mais peut-être qu'il y a des représentations. Est-ce que ça serait intéressant de retarder l'obligation de convertir les REER en fer à 75 ans, par exemple? Est-ce que c'est des choses que vous pourriez mettre de l'avant auprès du... C'est plus le gouvernement fédéral, si je ne m'abuse, qui a ces éléments-là? Bien, il faudrait, si on le faisait, il faudrait certainement que ce soit harmonisé avec le fédéral. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux précis sur cette question présentement. Maintenant, nous sommes à la chaire en fiscalité et finances publiques et une bonne politique publique, ça commence avec des bonnes données, des bonnes recherches. Alors, si cette question-là est importante, ça veut dire que c'est le temps de la regarder, l'analyser. Et s'il y avait des conclusions en ce sens, en temps et lieu, ça me ferait plaisir de faire les représentations au gouvernement fédéral. Mais je pense que là, on est plus au stade vis-à-vis cette proposition, on est plus au stade de l'analyse que de l'implantation. Qu'on a déjà débuté en partie. On pourra aussi en reparler éventuellement. Bien, merci. Quelqu'un qui nous écoute nous dit que c'est une bonne chose que l'inflation ralentisse. Peut-être qu'en tant qu'ancien banquier, là, ça c'est ma parenthèse, mais ne serait-il pas mieux pour les banques centrales d'avoir un objectif à moyen terme supérieur à 2 qui semble arbitraire plutôt que de viser un 2 d'inflation? Donc, bon, ça, c'est vraiment une question de théorie économique qui est extrêmement intéressante. Je pense que la cible, elle a un intervalle de confiance qui est 1,3. Et en ce sens, je pense que le régime que nous avons nous a bien servi. Et je pense que s'il y a des critiques à faire par rapport aux banques centrales présentement, c'est plus au niveau du temps qu'elles ont pris pour se mettre en marche à amorcer le resserrement monétaire que la cible qu'on vise ultimement. Okay. Merci. Quelqu'un demande, est-ce que ça serait possible que
est-ce qu'il y aurait un risque que des réductions des versements au Fonds des générations réduisent la capacité de l'État d'accroître la valeur du plan québécois des infrastructures? Les gens qui font le lien entre les deux. Tous ces sujets-là sont liés. Ce qui est important, ultimement, c'est le poids de la dette en fonction du PIB. On a 3 mesures de dette. On va certainement continuer de publier les trois mesures. Celle qui permet de comparer les provinces, c'est la dette nette par rapport au PIB. Le Québec est la 3e province la plus endettée. Terre-Neuve, Ontario, Québec. La moyenne canadienne est, dépendamment des mesures, 5 à 6 plus basse que le niveau actuel du Québec. Ce qui est important, c'est pas tant le fonds des générations, le niveau du PQI, les versements, c'est la résultante. C'est ultimement où étions-nous, où sommes-nous au niveau de la dette nette par rapport au PIB et où allons-nous? Et c'est certain que lorsqu'on augmente le PQI, on augmente la dette. Lorsqu'on augmente les versements au fonds de génération, on réduit la dette. Et toutes ces composantes-là sont importantes. La résultante qui est fondamentale, c'est la dette nette par rapport au PIB. La dette brute, la somme des déficits, toutes ces mesures-là sont hautement corrélées. Et ce qui est important, c'est qu'à long terme, le poids diminue parce que ça permet au Québec de rencontrer ses obligations à long terme, qui sont multiples, et également de faire face aux imprévus. Merci beaucoup. Vous avez nommé de temps en temps un risque de récession en mettant un pourcentage. Dans le fond, on vous questionne, est-ce que vous estimez toujours le risque de récession à 50 %? Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on me pose cette question-là, on s'intéresse beaucoup aux chiffres. Oui. Et pour ma part, je m'intéresse beaucoup, en tant qu'ancien cambiste ou arbitragiste, à la distribution de probabilités. Alors, c'est certain que lorsqu'on est centré à 0,7 % de croissance, la probabilité que la réalisation soit inférieure à 0 ou supérieure à 0,7 est symétrique. Et le risque d'une réalisation négative est assez importante lorsque l'espérance est à 0,7. Bon, je m'excuse pour toutes ces références statistiques, mais il est indéniable qu'il y a un risque de récession. Pour les États-Unis, le premier semestre de 2023, parce qu'il y a des aspects temporels là-dedans, là. Moi, là, on a eu un trimestre négatif ou 3e trimestre au Québec. Il y en a qui sont empressés de dire, voici, la récession est arrivée. Je conteste cette affirmation. Pour les États-Unis, c'est extrêmement peu probable que la récession soit au premier semestre de 2023. Ce qu'on voit, c'est que l'économie américaine a une lancée, puis que le premier semestre devrait être positif. Alors, si les États-Unis ne sont pas en récession au premier semestre de 2023, c'est moins probable que le Canada soit en récession, le Québec, et donc on se déplace vers le 2e semestre de 2023. Alors, si au 2e semestre de 2023, l'économie américaine ralentit, les taux continuent à augmenter parce que l'inflation n'a pas suffisamment baissé, la probabilité de récession va augmenter. Mais présentement, mon estimé de 50 % est toujours bon. C'était vraiment une réponse très longue. J'aurais pu simplement dire que mon chiffre de 50 % était toujours bon. Toujours intéressant. Il y a des inquiétudes. Les gens ont certaines inquiétudes. On a parlé de récession, baisse d'impôts. Dans ce cas-là, on pose la question, est-ce que la priorité aux baisses d'impôts risque pas de nuire aux investissements nécessaires dans les services publics comme l'éducation et la santé? C'est une question que vous avez souvent, je pense. Il faut toujours y répondre. C'est une excellente question. C'est pour ça qu'on a choisi d'utiliser le Fonds des générations, qu'on a proposé d'utiliser le Fonds des générations, parce que nous voulons que les principales missions de l'État, et elles le sont, soient adéquatement financées à long terme. Je rappelle que le taux de croissance des dépenses, les dépenses avant le service de dette, est à 4,7 % pour les 5 prochaines années au Québec. Les principales missions de l'État sont adéquatement financées.
la décision de réduire le fardeau fiscal implique une réduction du poids de la dette moins rapide. Si nous utilisons les versements au Fonds de génération qui sont présentement à 3,2 milliards, prévus augmenter à 5,2 milliards à l'an 5, si nous maintenons les versements au Fonds de génération à 3 milliards, utilisons 2 milliards de différentiel pour réduire les impôts, eh bien, ça permettra de réduire les impôts sans affecter les services en diminuant la vitesse à laquelle on diminue le poids de la dette. C'est ce que nous avons proposé. C'est notre intention. Maintenant, je le répète, les consultations sont des consultations réelles. On écoute vraiment et on pose des questions sincères. Alors, je vais écouter ce que les gens vont répondre ou commenter sur cette question. Bien, merci beaucoup, Monsieur Girard, Monsieur le ministre. Donc, ça va être ici que se termine votre partie. Je rappelle que vous souhaitez la participation du plus grand nombre aux consultations prébudgétaires, aux consultations aussi sur le RRQ. Donc, on invite tout le monde à y participer. Merci de votre participation. On apprécie grandement que vous soyez là aujourd'hui. Toujours un plaisir. Bien, merci à vous. Donc, de notre côté, on va continuer avec notre programme principal. Donc, je reviens, je me retrouve dans mes notes. Donc, on est maintenant rendu. On est donc maintenant rendu au lancement du bilan de la fiscalité. On démarre. Luc, comme je le disais, Luc Godbout et Tommy Gagné-Dubé vont vous présenter des bonnes parties du bilan en tant que porte-parole de l'équipe qui a préparé cet élément-là. Donc, si vous pouvez commencer ma présentation, moi, je vais quand même la débuter. Je vous rappelle donc que l'objectif du bilan, c'est de regrouper dans un même document une série d'indicateurs fiscaux qui vont permettre de situer le Québec par rapport à d'autres juridictions dans le monde, de situer le Québec par rapport aux autres provinces et également de le situer par rapport à lui-même dans le temps. Donc, il y a un aspect évolutif à tout ça. Le bilan s'enrichit chaque année. Donc, dans le bilan, à titre illustratif, le bilan est composé de quoi? Il est composé de 8 sections dans lesquelles il y a à peu près 25 tableaux, 85 graphiques. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, on ne fera pas tout ça avec vous. On va vous présenter un échantillon de ce qui se trouve. Dans la présentation, il y aura autour de 25 graphiques et un tableau. Donc, c'est une petite partie de ce qu'il y a dans ce document-là. Avant de céder la parole à mes collègues, je vous donne quelques éléments particuliers à cette année. Donc, on est dans le bilan 2023. Il faut savoir qu'on prend les données les plus récentes disponibles et, en général, ce sont celles pour l'année 2021. J'ai un saut dans le temps. Donc, 2021, année qui suit la fameuse année 2020, année COVID. Donc, on est dans la première année suivant la crise de la COVID. C'est donc intéressant aussi à ce niveau-là. Dans le bilan, on se compare régulièrement. Par les années passées, on se comparait à une moyenne qui était la moyenne de l'ensemble des pays membres de l'OCDE. Cette année, on a fait un peu différent. Donc, on se compare cette fois-là à 30 pays membres de l'OCDE, mais qui sont considérés comme des économies avancées par le FMI. Le FMI, le Fonds monétaire international, décrit relativement bien comment il classe ces pays-là. Vous pourrez vous référer au bilan aussi pour voir le détail de ces éléments-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'essentiellement, ça nous permet de se comparer à des économies qui sont plus semblables à la nôtre. Ça a quoi comme effet dans notre bilan? C'est qu'on passe de 38 pays à 31 pays. On exclut, les pays qui sont exclus, c'est le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Hongrie, le Mexique, la Pologne et la Turquie. Je vous rassure toutefois, si vous voulez voir les données de ces pays-là, ils sont toujours disponibles sur notre outil interactif qui est disponible, qui est donc sur le site de la Chaire, qui a été aussi lancé aujourd'hui ou mis à jour aujourd'hui. Donc, vous pourrez, si vous préférez utiliser la moyenne de l'ensemble des pays de l'OCDE, la retrouver à cet endroit-là pour les indicateurs principaux. Donc, tout est encore possible de retrouver. Donc, ça, c'est ça pour le deuxième élément. Dernier élément dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a cette année une nouveauté. On publie en même temps un cahier complémentaire, disons ça comme ça, une comparaison entre Australie, Québec, Suède. L'idée derrière ça, c'est d'aller
de creuser une comparaison sur les indicateurs principaux qui se trouvent dans le bilan, donc le même genre d'indicateurs qu'on vous présente chaque année, mais là, précisément dans une comparaison avec 2 juridictions, l'Australie et la Suède, pas pour aller voir ce qui est mieux, ce qui est moins bien, mais pour aller voir ce qui se différencie, puis ça, aussi les éléments qui peuvent ressembler à ce qu'on fait ici. Donc, c'est pour vraiment voir les nuances et mieux se comprendre. C'est un exemple d'utilisation des données du bilan de façon plus approfondie. Je vais laisser Tommy, tantôt, vous expliquer pourquoi c'est l'Australie et la Suède qui ont été choisis dans cette comparaison-là. Donc, tout au long de la présentation, on va faire ressortir des éléments de ça aussi. Donc, sur ce, je vais laisser maintenant la parole à Luc qui va commencer la suite de la présentation. Continuez. Parfait. Bon, eh bien, merci. Donc, des faits saillants, des annonces fiscales, il y en a beaucoup. Et donc, on a choisi de les regrouper pour l'intervention qu'on faisait ici en 3 composantes. Donc, d'abord, les interventions fiscales qui sont liées à l'inflation, au coût de la vie. Les interventions qui sont liées à l'enjeu de la propriété et de l'habitation. Et enfin, une 3e thématique qu'on a prise, c'est des interventions gouvernementales vers plus d'autonomie fiscale. C'est les 3 thèmes qu'on a regroupés. Donc, je vais commencer avec le premier thème, peut-être celui qui a retenu le plus l'attention des gens au cours de l'année 2022, donc les interventions en lien avec l'inflation ou en lien avec le coût de la vie. Du côté québécois, bien, il y en a eu 3 interventions en lien avec l'inflation. Ça a débuté, dans le fond, en décembre 2021, lors de la mise à jour économique. On a annoncé que pour le début 2022, tous ceux qui recevaient le crédit de solidarité auraient un montant majoré. Donc, première intervention. On se rappellera par la suite, arrive le budget de mars, et là, on annonce un 500 $ à tous les adultes qui gagnent 100 000 $ ou moins. Arrive la campagne électorale, où là, on rajoute, encore une fois, pour tous les adultes qui gagnent 100 000 $ ou moins, soit un montant de 600 ou un montant de 400, selon qu'on soit en bas ou en haut de 50 000 $ de revenus. Donc, c'est les 3 interventions que le gouvernement du Québec a fait. Et quand on totalise ces montants-là, ça a coûté à l'État québécois 7,5 milliards de dollars. Évidemment, le gouvernement fédéral n'est pas en reste et il a aussi offert le doublement du crédit de TPS pendant une période de 6 mois. Ça a été annoncé à l'automne 2022. Alors, lorsqu'on totalise tout ça et on regarde leur importance en proportion de l'économie, le petit Bourgogne en bas, c'est l'annonce ponctuelle fédérale que je viens de vous parler. Il y en a d'autres aussi, là, une allocation logement, par exemple. En bleu, plus foncé, c'est les interventions des provinces qui sont ponctuelles, dont celle que je viens de parler pour le gouvernement du Québec. Mais vous voyez qu'il y a d'autres provinces aussi qui ont fait des annonces comme ça. Il y en a que c'est des baisses de taxes sur l'essence. Il y en a que c'est des mesures aussi liées à certains tarifs. On voit leur importance. Et là, dans le graphique, on a rajouté 2 autres composantes. On a rajouté des annonces permanentes, mais qui étaient liées au coût de la vie et qui avaient un effet en 2022. On a totalisé le montant pour 2022. Puis, dernièrement, le dernier élément qu'on a fait, c'est des mesures ponctuelles qui ont été annoncées en 2022, mais qui prenaient effet en 2023. Je donne un exemple, la limitation au Québec là, des tarifs publics à 3 %. Donc, quand on met tout ça en place, on additionne pour les 10 provinces, bien, on s'aperçoit que vraiment, au Québec, on en a fait plus qu'ailleurs. Donc, ici, par rapport au PIB québécois de 2022, ça représente une intervention gouvernementale de 1,8 %. C'est 3,5 fois plus que la moyenne des autres provinces canadiennes. Donc, c'est quand même important de le souligner. Donc, ça, c'était la première intervention en lien avec les mesures liées à l'inflation. Si on passe à la 2e thématique, qui est les mesures liées à l'habitation, je vais commencer par parler de la première, sans entrer dans les détails, mais manifestement, l'annonce d'un compte d'épargne libre d'impôt pour la première propriété dans le budget fédéral de 2022 a été l'annonce marquante. Et comme elle sera mise en place à partir du 1er avril 2023, bien, ça va retenir encore l'attention pour l'année en cours. Donc, il y a beaucoup de paramètres, mais en 2 mots, ce qu'on peut vous dire, c'est un nouveau véhicule d'épargne. Comme son nom l'indique, c'est pour vous aider à acheter, ceux qui n'ont toujours pas de propriété, c'est pour les aider à acheter une première propriété. Il y a des conditions d'admissibilité, il y a des ressemblances et des dissemblances avec le REER ou le CELI, mais on a publié à la chaire une étude
aussi tôt que la semaine dernière. Donc, je vous inviterai à consulter le site de la chaire pour plus de détails à cet égard-là. Et je vais laisser Tommy parler des autres mesures liées à l'habitation. Parce qu'en effet, le CELIAP n'est pas la seule mesure. Il y a une série de mesures fédérales qui ont été mises en place qui sont entrées en vigueur dans la dernière année pour améliorer l'accès à la propriété. Il y a eu des mesures de type réglementaire, comme l'interdiction de vente, d'achat par les investisseurs étrangers qui est en vigueur pour 2 ans à partir du 1er janvier 2023. Sur le plan fiscal, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, bien évidemment, il y a des mesures incitatives qui ont été mises en place, comme le CELIAP dont Luc vient de parler, mais il y a aussi eu, par exemple, le doublement du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation. Ça, c'en est une. Il y a l'instauration de nouveaux crédits pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. On pourrait même entrer là-dedans la déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre des gens de métier qui vise à augmenter le parc immobilier. Il y a aussi eu des mesures qui sont punitives ou désincitatives qui visaient un peu le même objectif. Donc, il y a eu dans le dernier budget des règles sur la revente précipitée qui ont été introduites, ce qui a été surnommé la taxe anti-flip, même si c'est pas vraiment une taxe. Donc, il y a eu ça qui entre en vigueur, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Et au 1er janvier 2022, une mesure qui avait été annoncée précédemment, la taxe sur les logements sous-utilisés, qui est entrée en vigueur, qui est imposée par le fédéral. C'est intéressant parce que c'est pas la première fois du tout que le fédéral vise à favoriser l'accès à la propriété, mais de le faire en imposant, en taxant l'assiette immobilière, ça c'est beaucoup plus rare. Est-ce que le fédéral est la seule juridiction à aller dans ce sens-là? Non, évidemment. On a pu le voir dans les dernières années, la Colombie-Britannique, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré le fédéral par rapport à la taxation des logements sous-utilisés. On l'a pu le voir en Ontario aussi. Et puis cette année, en Nouvelle-Écosse, il y a eu deux nouvelles taxes, 2 nouveaux impôts qui ont été annoncés. Une première qui était permanente, qui portait sur la détention de résidences par des non-résidents. Et puis une deuxième qui était ponctuelle, qui portait, elle, sur le transfert de propriété à des non-résidents. La première, elle a déjà été, elle a été éliminée 2 mois après son annonce, mais la deuxième est toujours en vigueur. Est-ce que ça veut dire que ce sont des mesures qui s'en viennent au Québec? Mais à tout le moins, c'est plus présent dans le débat public maintenant. On peut d'ailleurs penser au maire de Laval qui a lancé le débat dans le cadre du sommet sur l'habitation de taxer la spéculation immobilière. Donc voilà pour les mesures en lien avec l'habitation. Troisième élément qu'on a retenu, ce n'est pas tant ce qui s'est passé en 2022 que ce que ça pourrait amener comme conséquence dans le futur. Donc on veut voir s'il y a davantage d'autonomie fiscale qui s'en vient par les provinces. Rapidement, pour commencer, il y a sur l'aspect de la fiscalité environnementale, le prix de la pollution. On sait que le fédéral impose un prix sur la pollution dans toutes les provinces où est-ce qu'il n'y a pas déjà un système qui est conforme aux normes fédérales. Donc, en 2021, il y a eu une décision de la Cour suprême qui est venue confirmer que cette tarification-là, elle était constitutionnelle. À partir de là, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait, pour les provinces récalcitrantes, qu'elles mettent en place elles-mêmes leur système de manière à récolter elles-mêmes les revenus. Par exemple, au Québec, qui avait déjà son marché du carbone, mais au Québec, on contrôle les revenus qui proviennent du marché du carbone. Donc, on a vu cette année, en 2022, la Saskatchewan qui a créé son revenu pour qui a créé cette tarification-là pour le secteur industriel, et on peut s'attendre à ce que ça se poursuive dans les années futures. Dernier élément par rapport à l'autonomie, dans toutes les provinces, sauf le Québec et l'Alberta, pour ce qui concerne les compagnies, c'est l'Agence du revenu du Canada qui perçoit les revenus des impôts des particuliers et des sociétés. Donc, il y a une entente qu'on appelle les accords de perception fiscale. Et puis, il y a eu en 2022 l'élection de Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, qui a publiquement affirmé remettre en question ces accords-là. Et il y a aussi encore davantage la Saskatchewan qui a déposé un projet de loi pour créer sa propre agence du revenu et prélever elle-même son propre impôt sur les sociétés. Donc, si ça devait se matérialiser de ce côté-là, on aurait un changement important dans la fiscalité parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a des accords avec la majorité des provinces sur la perception de ces impôts-là. Merci. Donc, beaucoup d'annonces, beaucoup d'éléments, donc d'annonces fiscales. Et il faut comprendre que plusieurs de ces annonces-là vont avoir des effets sur les prélèvements fiscaux. Donc, en lien avec le bilan, naturellement, ça va avoir des effets sur le calcul d'indicateurs. Soit ça en aura éventuellement d'indicateurs fiscaux, donc notamment sur les indicateurs de pression fiscale dont, Luc, tu vas nous parler maintenant.
Oui, tout à fait. Donc, on va débuter par un premier indicateur, donc le poids de la fiscalité ou appelé à l'occasion la pression fiscale. On va vous montrer comment ça se calcule, mais pour débuter, dans le fond, pour parler de ce premier indicateur-là, il faut comptabiliser l'ensemble des prélèvements obligatoires sans contrepartie immédiate qui est versé à l'ensemble des administrations publiques. Donc, pour ce faire, dans le fond, ce qu'on a fait, dans le cas du Québec, on a additionné le total, donc, des prélèvements obligatoires sans contrepartie immédiate versés à l'ensemble des administrations publiques. Donc, on voit le fédéral en a prélevé 64 milliards, le gouvernement du Québec en a prélevé 100 milliards, les administrations locales en ont prélevé pour près de 16 milliards, le régime des rentes en a prélevé pour 19,4 milliards, et on additionne tout ça, l'ensemble des impôts, l'ensemble des administrations, et ça nous donne près à quelques poussières, près de 200 milliards de recettes fiscales collectées sur le territoire québécois en 2021. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir poursuivre l'analyse. Donc, le premier élément qu'on fait, si on veut, afin de pouvoir se comparer, c'est on prend ce 200 milliards-là de 2021, on le divise par le PIB québécois de 2021, et ça nous donne un ratio de 39,6. Donc, ça veut dire que 39,6 % de la valeur ajoutée créée au Québec en 2021 est allée dans les coffres de l'État sous l'angle de recettes fiscales. Puis une fois qu'on a notre ratio 39,6 %, bien là, c'est possible de se comparer à est-ce que c'est plus élevé qu'avant ou est-ce que c'est plus élevé qu'ailleurs? C'est des trucs qu'on va pouvoir faire dans les prochaines minutes. Ici, Suzy, elle a bien mentionné, donc quand on prend les pays de l'OCDE, il y a des pays dont les économies sont dites avancées, des pays dont les économies sont un peu moins avancées. Donc, on a sélectionné les économies avancées et on a classé, à travers ces données-là, le Québec dans le classement. Et on s'aperçoit que le Québec a un taux de pression fiscale plus élevé que la moyenne des pays avancés de l'OCDE, plus élevé que celle du Canada. Et si on avait changé les pays, puis on avait mis plus de pays, donc l'ensemble des pays de l'OCDE, on aurait le même rang, on aurait toujours le 10e rang. Donc, on a un poids de la fiscalité qui est, somme toute, assez important. Donc, puis, comme Suzy le mentionnait tout à l'heure, dans le bilan de cette année, on a un nouvel élément, un nouveau cahier qui est une comparaison avec la Suède et avec l'Australie. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces deux juridictions-là? Bon, l'exercice aurait été intéressant avec n'importe quelle juridiction qui figure au bilan, mais on voulait d'abord que ce soit des économies avancées parce qu'on l'a déterminé, là, c'était ce qui était le plus comparable. Il y a d'autres éléments quand même qu'on trouvait intéressants. Il y a le fait qu'on a l'Australie qui est une fédération alors que le Québec fait partie d'une fédération, alors que la Suède, de son côté, est plutôt un État unitaire. On a aussi le fait que ce sont 3 petites économies ouvertes. Il y a un aspect comparable de ce côté-là. Il y avait un aspect aussi qui est la Suède fait partie de ce qu'on classe dans le bilan comme les pays nordiques, alors que l'Australie fait partie des pays anglo-saxons. C'est 2 comparables qu'on utilise avec le G7 à plusieurs reprises dans le bilan. Donc, on trouvait intéressant d'avoir un représentant de chacun. Puis, dernier élément, bien, c'est ce que vous voyez à l'écran. On voit que, comme le Québec, la Suède se classe dans le tiers supérieur des juridictions en ce qui concerne la pression fiscale. Donc, on peut parler d'une pression fiscale qui est comparable, alors que de son côté, l'Australie est dans le tiers inférieur des pays en ce qui concerne la pression fiscale. Puis, un autre élément aussi qui retient notre attention, parce qu'on se fait souvent dire, oui, mais le Québec a un poids de la fiscalité plus important, mais vous portez aucune attention à ce qui est fait avec ces recettes collectées-là. Alors là, ici, en prenant un gris plus foncé pour certains pays, bien, on est capable de voir aussi que les pays qui ont le plus de dépenses publiques ou le plus d'interventions publiques sont aussi les pays, ça va de soi, qui ont une pression fiscale plus élevée. Donc, toujours garder à l'esprit que plus de recettes fiscales, ça veut dire plus de dépenses publiques. Donc, c'est quand même un peu interrelié. Une petite parenthèse ici, je vous rappellerai qu'on a une autre publication annuelle à la Chaire qui est le panorama des finances publiques, qui est un peu le pendant pour la fiscalité, mais pour les finances publiques, donc dans lequel on va regarder plus en détail ces comparaisons-là au niveau des dépenses publiques, notamment en santé, en éducation, etc., avec les autres pays. Tout à fait. Donc, juste le savoir. C'est bon de le rappeler. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'évolution de la pression fiscale sur une plus longue période. On parle d'une période de 40 ans, ou on peut le voir sur des périodes plus courtes.
Bon, c'est pas manifestement aussi clair, mais le poids de la fiscalité au Québec est plus élevé en 2021 qu'il ne l'a été dans les 20 dernières années. Et le poids de donc le 39,6 qu'on parlait tout à l'heure, et si on le prend sur un horizon de 40 ans, il y a seulement 2020, une année où on a un poids plus élevé que ce qu'on observe présentement. Donc, le deuxième poids le plus élevé sur 40 ans ou le poids le plus élevé des 20 dernières années, c'est quand même ça qu'il faut souligner. Et si on regarde par rapport à la moyenne de l'OCDE, on s'aperçoit que depuis peut-être les années 2000, 2001, 2002, la tendance est quand même assez similaire entre l'évolution du poids des pays de l'OCDE avancé et du Québec. Et si on prend l'analyse plutôt sur l'ensemble de la période avec le Canada sans le Québec, bien, les écarts étaient plus modestes dans la première partie, dans les années 80-90, qu'ils ne le sont actuellement. Donc, les écarts par rapport au reste du Canada sont quand même, à cet égard-là, grandissants. Oui. Ici, bon, si on revient à la comparaison entre nos trois juridictions, il y a deux éléments qui paraissent intéressants. Une première que vous pouvez voir à l'écran, c'est que quand on regarde l'évolution sur la période, le Québec, au début de la période, est davantage près de l'Australie en ce qui concerne le poids de la fiscalité. Et graduellement, jusqu'à en arriver à la fin de la période, à se rapprocher beaucoup plus de la Suède. Un autre élément, celui-là, on ne le voit pas dans le graphique, mais vous pouvez le voir dans le cahier complémentaire, c'est que pour cette période d'évolution-là, chacune des juridictions a connu une ou des réformes fiscales d'importance qui avaient un but similaire, qui était de réduire les taux d'imposition et d'élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire, par exemple, d'éliminer certains crédits d'impôt. Donc, ici, sauf erreur, tantôt, le ministre a dit l'image préférée dans le bilan de la fiscalité, c'est la comparaison avec les autres provinces canadiennes. Donc, évidemment, si on est capable de se comparer avec les pays avancés, on est capable de se comparer avec les autres provinces canadiennes. C'est toujours le poids de la fiscalité dans l'économie par rapport au PIB. Donc, au Québec, on a toujours le même 39,6 %. Et sans surprise, c'est le plus élevé des 10 provinces canadiennes. Notons que la deuxième province avec le taux le plus élevé, c'est l'Ontario, qui est la province la plus similaire économiquement au Québec. Mais si on compare le Québec, 39,6, avec la moyenne du poids de la fiscalité dans l'ensemble du Canada sans le Québec à 32,7, il y a quand même 7 points d'écart. Donc, c'est quand même assez manifeste. Puis peut-être deux points qui est intéressant, un dernier point qui pourrait être intéressant à porter à votre attention, dans le fond, c'est si on regarde les trois provinces avec le poids de la fiscalité le plus faible, il faut quand même souligner que c'est trois provinces pétrolières, donc productrices de pétrole. Donc peut-être que ça aide à avoir une fiscalité un peu plus souple dans ce cas-là. Donc on avance. Ici, ce qu'on fait, c'est on part de notre 39,6 en 2021, mais on regarde comment il se compare à il y a 10 ans. Donc, est-ce que la pression fiscale a augmenté au cours des 10 dernières années? La réponse est oui au Québec, de 2,7 points de pourcentage, mais la réponse est aussi oui pour les 10 provinces canadiennes. Donc, le poids de la fiscalité a augmenté dans les 10 provinces canadiennes, de 2,7 points ici, mais la moyenne des autres provinces, c'est de 3,2. Donc, le Québec a augmenté moins que la moyenne du Canada sans le Québec. Puis, il a aussi augmenté moins que l'Ontario, où, durant la même période de 10 ans, l'augmentation là-bas de la pression fiscale, c'est 3,7 points. Si bien que par rapport à l'Ontario, les écarts rapetissent sur une période de 10 ans. Donc, ça, il faut le garder en tête. Du côté droit du tableau, ce qui n'apparaît pas, qui est toujours blanc pour le moment, c'est peut-être une question intéressante qu'on peut se poser, c'est de dire, si le poids de la fiscalité a augmenté de 2,7 points sur 10 ans au Québec, c'est qui a causé la hausse de ce 2,7 points? Est-ce le fédéral? Est-ce le gouvernement du Québec? Est-ce les administrations locales? Etc. Donc, c'est un peu l'analyse qu'on va vous montrer à gauche. Et donc là, ce qu'on voit, c'est quand on décortique le 2,7 points, il y a 0,9 du 2,7 qui est causé par une augmentation de la pression fiscale qui vient du gouvernement fédéral. Il y a 1,7 points, presque le double, qui vient du gouvernement du Québec. Le régime des rentes cause une augmentation de 0,6 points. Ça, dans le fond, au cours des 10 dernières années, le taux a augmenté, puis le régime a été bonifié pour augmenter les prestations, donc ça s'explique quand même assez bien. Et il y a une seule des 4 administrations publiques qui cause une baisse de la pression fiscale, en tout cas qui a contribué à réduire le 2,7 qui aurait été plus élevé. Donc, pour eux, la pression fiscale a diminué. C'est les administrations locales.
Donc, il a baissé de 0,4 en proportion du PIB quand on regarde l'ensemble de leurs prélèvements. Puis ça s'explique notamment par les réductions de taxes scolaires qui, les commissions scolaires faisaient partie, là, ils sont restés là dans les administrations publiques locales, dans la comptabilité publique. Donc, on a fini notre premier indicateur qui est le poids de la fiscalité. C'est un indicateur, donc, intéressant à comparer, qui est relativement facile à calculer, mais qui cache certaines choses. C'est-à-dire que ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas, notamment, comment on les prélève, ces sommes-là. C'est plus important ailleurs, c'est plus important ici, mais comment c'est fait? Bien, ça, c'est la structure fiscale, puis c'est ce dont tu vas nous parler maintenant, Tommy. Tout à fait. Donc, la structure fiscale du Québec, on le voit à l'écran, elle est composée pour un peu plus du tiers de l'impôt sur le revenu des particuliers. Ensuite, on a les cotisations sociales, comme celle au régime des rentes du Québec, dont le ministre a parlé un petit peu tout à l'heure, celle aux impôts sur les bénéfices des sociétés, celle aux taxes générales de vente, qui sont la TPS et la TVQ, qui sont à peu près le septième chacun. Donc, les modes d'imposition que vous voyez à l'écran, là, les 7 modes plus les autres impôts que vous voyez à l'écran, ça regroupe une grande panoplie d'impôts. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 12 principaux impôts au Québec, ça représente plus que 90 % de l'ensemble des recettes fiscales. On va revenir sur différents modes en cours de présentation. Si on se compare ailleurs, donc la structure fiscale du Québec, elle était assez similaire à celle du reste du Canada, on le sait. Par contre, par rapport aux économies avancées de l'OCDE, ce qu'on peut voir comme distinction, c'est que les économies avancées utilisent davantage, en proportion de leur structure fiscale, les taxes à la consommation, les cotisations sociales, alors qu'ici, on utilise davantage les impôts sur le revenu des particuliers, les impôts sur le patrimoine, les impôts sur les bénéfices des sociétés et les impôts sur les salaires. Et un autre élément qui peut distinguer la structure du Québec qui est intéressant, c'est que quand on regarde les modes qui sont à l'écran, les sept modes, donc sauf les autres impôts, représentent chacun 4 % ou plus de la structure fiscale. Ailleurs, dans les économies avancées de l'OCDE, la seule autre juridiction où est-ce qu'il y a une aussi grande diversité, c'est en France. Donc, la structure fiscale, elle évolue dans le temps. Ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'évolution de la structure fiscale des provinces canadiennes entre 2019, donc avant la pandémie, et 2021, donc la dernière année qui est disponible. Ce qu'on peut constater, c'est que pour le Québec, on ne le voit pas à l'écran, mais il faut savoir que l'ensemble des recettes en nominal, donc en argent, ont augmenté. On récolte plus avec chacun des modes d'imposition. Par contre, dans la structure fiscale, donc proportionnellement, le seul qui a augmenté dans la structure fiscale, ce sont les impôts sur les bénéfices des sociétés. De l'autre côté, donc s'il y en a un qui a augmenté dans la structure, comme ça fait 100 % de la structure fiscale, il faut qu'il y en ait qui baissent. Qu'est-ce qui a baissé le plus pendant cette période-là? Ce sont les taxes à la consommation. Ça peut s'expliquer notamment par la fermeture de l'économie pendant un certain temps. Est-ce que c'est différent ailleurs au Canada? Bien, on peut voir que le portrait est assez semblable. Dans chacune des provinces, le poids des impôts sur les bénéfices des sociétés a augmenté au cours de la période. Et dans chacune des provinces, à l'exception de l'Alberta où ça n'a pas bougé, les taxes à la consommation ont diminué dans la structure fiscale de la province. Il faut aussi constater qu'ailleurs, dans les économies avancées de l'OCDE, ce sont les deux modes d'imposition qui ont le plus varié au cours des 2 dernières années. Si on change, là, on était en proportion des recettes fiscales, donc sur un 100 %. Si on revient en proportion du PIB ou de l'économie, comment est-ce que le Québec se compare aux autres provinces par rapport à l'utilisation des modes d'imposition? En termes de pression fiscale, il est premier, on l'avait indiqué. Il est aussi premier aux impôts sur le revenu des particuliers, aux cotisations sociales, aux impôts sur les bénéfices des sociétés et aux impôts sur les salaires. Par contre, il se situe à peu près dans le milieu du groupe pour les taxes générales de vente, les autres impôts à la consommation, ainsi que les impôts sur le patrimoine, qui sont principalement constitués des impôts fonciers. Donc, on a vu la structure fiscale. Dans le bilan, pour chacune de ces sources de recettes-là, il y a une analyse complète, donc une section importante. C'est sûr qu'on ne passera pas à travers tout ça aujourd'hui, mais on en a pris quelques parties. Donc, on va parler d'impôts sur le revenu des particuliers, on va vous parler des impôts payés par les sociétés, des impôts sur le patrimoine, impôts fonciers, impôts sur la richesse, et un petit bout sur l'écofiscalité. Donc, Luc, tu pars avec les impôts. Je pars avec les impôts sur le revenu. Encore une fois, on garde la même logique de présentation en proportion de notre économie. Et donc, on s'aperçoit que lorsqu'on mesure les impôts sur le revenu collectés sur le territoire québécois en proportion du PIB québécois, on arrive à 13,8 %.
On peut dire qu'on est 4e ou on peut dire qu'on est 3e ex aequo avec la Nouvelle-Zélande, mais on est parmi les endroits dans le monde où l'impôt sur le revenu est le plus élevé. On a dit tantôt qu'on a pris les pays avancés, donc c'est la moyenne des pays avancés, 9,5 %. Mais on est 45 % plus élevé en termes de poids de l'impôt sur le revenu dans l'économie que la moyenne des pays avancés. Et si on avait pris l'ensemble des pays de l'OCDE, ça ne changerait toujours pas le rang, on serait toujours 3e ex aequo. Donc, il y a quand même, il faut le reconnaître, une utilisation qui est quand même significative de l'impôt sur le revenu sur le territoire québécois. Et si on... on va y arriver. Donc, si on revient à nos trois juridictions pour lesquelles on a fait une comparaison plus détaillée dans le bilan, alors que tout à l'heure, la pression fiscale est différée fortement, surtout pour l'Australie, quand on arrive maintenant au poids des impôts sur le revenu des particuliers, on voit qu'on est dans une zone assez similaire. Il y a des petits écarts, mais on est dans une zone similaire. Donc, premier élément d'intérêt. Deuxième élément, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce poids des impôts sur le revenu des particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en arrière? Puis, c'était un des objectifs de la comparaison de creuser certains éléments. Première chose, quelle administration publique prélève les impôts sur le revenu des particuliers? On va commencer avec l'Australie, c'est le plus facile. Les impôts sur le revenu des particuliers sont prélevés par le gouvernement fédéral. On se rappelle, l'Australie, c'est une fédération. Au Québec, bon, vous savez, il y a un impôt sur le revenu qui est prélevé par le gouvernement fédéral et un par le gouvernement du Québec. Où est-ce que ça devient un peu plus intéressant, particulier? C'est en Suède, alors que l'essentiel des impôts sur le revenu des particuliers sont prélevés par les administrations locales, par les municipalités. Le gouvernement central, il n'y a pas de province là-bas, le gouvernement central en prélève aussi un qui s'applique par contre au plus haut revenu, donc dépasser le salaire moyen. Avant ça, il n'y a pas d'impôt. Et puis, l'autre élément qui est intéressant, c'est que la Suède se sert surtout de son imposition sur le revenu des particuliers pour faire des dépenses fiscales, pour en remettre. Donc, quand on regarde au total, le poids des impôts en Suède qui est prélevé par l'administration centrale, il est négatif. On en redonne plus par ce régime-là qu'on en reçoit. Donc, premier élément. Deuxième élément de comparaison qui se cache, mais qui découle beaucoup du premier, ce sont les barèmes d'imposition. Donc, en Australie, il y a seulement 4 barèmes, un seul gouvernement qui en prélève, donc il y a une logique là. Au Québec, on a davantage de barèmes parce qu'il y a une superposition du régime fédéral et du régime québécois. On a jusqu'à 8 taux d'imposition différents. Et en Suède, on a un taux au municipal. Chaque municipalité, chaque ville peut avoir un taux différent. Ils se ressemblent quand même un peu tous. Et la moyenne est de 32 %. Et on a aussi le taux de l'État central qui va s'appliquer, ce qui fait que globalement, on a un système d'imposition, un barème d'imposition à 2 taux. Dernier élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le traitement de certains revenus. Au Québec, on va traiter les revenus à peu près tous de la même façon, bien qu'il y ait des exceptions. Une des exceptions, c'est le gain en capital, pour lequel il y a un traitement préférentiel. On va l'imposer. Il y a seulement 50 % du gain en capital qu'on va réaliser qui va être inclus dans la déclaration de revenus. Le gain en capital est traité de manière préférentielle dans à peu près toutes les économies avancées de l'OCDE, mais le seul, à part le Québec, à faire un taux d'inclusion de 50 %, le Québec et le Canada, évidemment, c'est l'Australie, avec la petite différence près qu'il faut avoir détenu les biens pendant 1 an ou plus. C'est un petit peu technique, là. Si on va du côté de la Suède, un élément intéressant, c'est qu'il va y avoir un traitement différent. Donc, les revenus de salaire, les revenus de retraite vont être traités selon le barème dont je vous ai parlé il y a quelques instants, alors que les revenus de capital, comme le gain en capital, vont être traités selon un barème distinct qui, lui, va être imposé autour de 30 %, donc uniquement au niveau national. Voilà ce qui peut se cacher derrière justement un poids qui est assez similaire. Donc, si on veut bien comprendre aussi l'importance de l'impôt sur le revenu au Québec, on prend le barème combiné fédéral-provincial, puis là, on voit maintenant, par rapport à votre niveau de revenu imposable, quel sera le taux d'imposition des barèmes en les combinant. Puis on s'aperçoit quand même que si votre revenu est entre 20 et 45 000, bien, c'est 27,5 %. Si votre revenu est entre 50 et 90 000, ça va être 37,1 %, ainsi de suite, là. Puis vous voyez que lorsqu'on arrive au taux maximum au Québec, on arrive à passer 236 000 de revenus imposables à 53,3 %. Ce qui devient intéressant, c'est de dire, est-ce que notre barème est plus progressif ou plus rapidement progressif qu'une autre province? Et là, on va se comparer avec notamment l'Ontario. J'ai enlevé les taux parce que ça ferait trop de chiffres, là, puis on perdrait un peu on ne verrait plus rien. Mais vous voyez quand même que si on se compare au barème ontarien, si on s'en va voir vers les plus riches, à 250 000 et plus,
on s'aperçoit que le taux d'imposition il est pratiquement le même. À vrai dire, il y a un léger avantage québécois, 53,3 ici versus 53,5 là-bas, mais c'est à peu près identique. Mais là où les écarts sont les plus grands, c'est entre 20 et 80 000, où là, vous voyez que dans le plus bas du barème, les écarts sont les plus grands. Je le présente d'une autre façon ici. Donc, on prend les écarts entre les deux barèmes. Encore une fois, regardez à 250 000, il n'y en a plus d'écart. Mais entre 20 et 80 000, on parle de 7,5 d'écart pour chaque dollar gagné. Donc, c'est là où les Québécois, sur cette tranche de revenus-là, que les écarts de fardeau fiscal avec l'Ontario sont manifestement les plus grands. Le ministre ne l'a pas nommé, mais c'est sans doute une diapositive dans un contexte de baisse d'impôts qu'il saurait apprécier. Ici, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est la proportion des contribuables qui sont imposables ou non imposables. Peut-être une petite précision, définition de à quoi ça correspond un contribuable non imposable pour nous aider à comprendre. Donc, premièrement, on est à l'impôt sur le revenu des particuliers ici. Il faut se rappeler qu'un contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu des particuliers pourrait quand même payer des taxes à la consommation ou des impôts sur le patrimoine. Donc, c'est des contribuables qui produisent une déclaration aussi. Okay. Et après ça, un contribuable va être considéré comme non imposable si, une fois qu'on a pris en compte le barème d'imposition des particuliers, qu'on a pris en compte les crédits d'impôt qui sont non remboursables, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc, on ne tient pas compte des crédits remboursables comme le crédit solidarité, par exemple. Mais ce qu'on peut voir à la lumière de ça, c'est que le Québec est la 4e province où il y a le plus de contribuables qui sont imposables selon les données, selon les dernières données disponibles, donc pour 2018 pour le Québec et 2019 au fédéral. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir un intérêt qui va varier d'une province à l'autre pour produire la déclaration, donc qui peut jouer sur le chiffre. Par exemple, si on a davantage de transferts qui sont liés avec le revenu puis qui demandent qu'on ait produit la déclaration de revenus, bien, ça pourrait être un incitatif dans certaines provinces à venir produire davantage. Maintenant, à l'écran, ce qu'on voit, c'est la répartition des contribuables selon leurs revenus en 2019 pour le Québec et ailleurs au Canada. J'attirais votre attention sur les contribuables de moins de 30 000, où est-ce que la proportion elle est presque identique entre le Québec et le reste du Canada. C'est aussi le cas pour les contribuables de 50 à 100 000. Donc, la proportion elle est aussi là presque identique. Où est-ce qu'on a un écart? C'est chez les 30 à 50 000 et chez les 100 000 et plus. Si on veut imager cela, ce qu'on peut voir, c'est que si on prenait 200 000 contribuables du Québec qui gagnent entre 30 et 50 000, qu'on les faisait basculer avec un revenu qui est supérieur à 100 000, on aurait une structure à l'écran qui est identique entre le Québec et le reste du Canada. Je vais aller directement, après avoir parlé de l'impôt sur le revenu des particuliers, aller directement à l'impôt des sociétés avec la même logique de regarder un peu le poids en proportion de notre économie. Donc, si nous étions troisième ex-aequo au poids de l'impôt sur le revenu en comparaison des pays dits aux économies dites avancées, lorsqu'on refait l'exercice pour l'impôt des sociétés sur les profits, nous sommes deuxième avec le poids le plus élevé. Et si on présentait les provinces canadiennes, nous serions premiers en termes de poids de l'impôt sur les profits en proportion de notre économie. En ramenant toujours nos 3 juridictions auxquelles on se compare, on voit que le Québec et l'Australie sont parmi les premières et la Suède est sous la moyenne des économies avancées de l'OCDE. Si ce n'était du bon exceptionnel en Norvège cette année, on serait peut-être premier et deuxième pour le Québec et l'Australie. Est-ce que ça veut dire qu'en Suède, il y a moins d'imposition des bénéfices? Moins d'imposition des sociétés? Ben non, parce qu'il y a plusieurs modes d'imposition qui peuvent s'appliquer aux sociétés. Par exemple, ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est les impôts sur les salaires, comme les FSS au Québec. On voit qu'en Suède, même si le Québec et l'Australie font partie du top 5 des juridictions où est-ce que le poids des impôts sur les salaires est le plus élevé, ça reste à peu près le tiers de ce qui se fait en Suède. Il y aurait d'autres prélèvements comme les taxes sur le capital, mais par contre, il n'y en a pas dans ces juridictions-là. Donc, si on cumule ces 3 impôts payés par les sociétés, on voit que la Suède, le Québec et l'Australie ont un poids assez similaire à cet égard-là. Et donc, on arrive maintenant à parler d'une autre assiette qui est l'imposition sur le patrimoine. Donc, d'abord, peut-être préciser c'est quoi l'impôt sur le patrimoine. Donc, les impôts sur le patrimoine, ça inclut l'imposition foncière, ça inclut l'imposition annuelle sur la richesse et ça inclut les impôts sur les successions. Dans le cas du Québec, la part du lion, évidemment, va aux impôts fonciers. Donc, encore une fois, on maintient notre analyse. Si on se compare sous cet angle-là,
Après être arrivé troisième ex aequo à l'impôt sur le revenu, deuxième à l'impôt des sociétés, bien, à l'impôt sur le patrimoine, vous voyez qu'on est huitième en termes de poids. On est à 3,2 du PIB. La moyenne des pays avancés est à 2,1, donc encore un écart quand même significatif. Et si on ramène à nouveau la Suède et l'Australie, on peut voir que la Suède est sous la moyenne des économies avancées et que l'Australie est au-dessus de la moyenne, donc plus près du Québec. On l'avait rappelé au début, une des raisons pour lesquelles on les a choisis, c'est qu'il y a un des pays, la Suède, qui représente les pays nordiques et l'Australie qui représente les pays anglo-saxons. On peut voir, malgré l'impression que les impôts sur le patrimoine sont fortement utilisés dans les pays nordiques, que c'est pas le cas. Ils sont tous sous la moyenne, en dessous de la moyenne des économies avancées, alors que pour les pays anglo-saxons, la majorité se retrouve au-dessus de la moyenne, notamment parce qu'il y a une forte utilisation des impôts fonciers au niveau local. Et si on passe de l'impôt sur le patrimoine général, si on va dans une catégorie plus particulière qui est les impôts périodiques sur l'actif net, on peut voir rapidement qu'il y avait 12 économies avancées qui les utilisaient au début de la période qu'on analysait en 1981, que depuis 2016, il en reste seulement 4, donc 8 juridictions, dont la Suède, l'ont aboli, notamment parce que c'était possible de l'éviter et parce que ça rapportait peu. C'est un constat qu'on peut faire là, parce que sur toute la période, le plus haut poids qui a été observé, c'est de 1,2 par la Suisse. Et ici, c'est une autre façon, si on revient aux impôts fonciers, ça rejoint un peu ce que Luc disait tout à l'heure par rapport aux impôts fonciers scolaires. Donc, on voit que sur la période de 2011 à 2021, il y a eu une hausse du rang du Québec. Donc, le Québec n'est plus le premier en termes d'impôts fonciers au Canada. Il est passé au 3e puis au 4e rang au cours de l'année 2021. Bon, dans le cadre de nos travaux à la Chaire, on fait déjà un inventaire des mesures écofiscales qu'on publie généralement à chaque automne, là, à chaque début d'automne. Mais à l'intérieur du bilan de la fiscalité, on a cru bon de rajouter quand même certains éléments qui concernaient l'écofiscalité. D'abord, si on prend en compte les recettes provenant des taxes liées à l'environnement, puis on garde toujours notre même comparaison avec les pays dits avancés, on s'aperçoit que la moyenne des économies avancées est de 2,1 du PIB, le poids des recettes liées à l'environnement, alors que le Québec, selon la même méthodologie, est à 1,2 donc nettement plus bas. On s'aperçoit que le Canada aussi est un joueur où le poids des taxes liées à l'environnement est beaucoup plus bas. On a rajouté un deuxième Québec. Un Québec où on inclurait là-dedans, en plus, les prélèvements qui sont associés aux droits d'émission qui sont liés dans le régime SPED, là, donc la taxe sur le carbone, parce que dans la manière dont l'OCDE recense les droits d'émission de la taxe sur le carbone dans le SPED au Québec ne sont pas pris en compte, alors qu'une taxe sur le carbone telle que perçue en Colombie-Britannique l'est. Donc, on l'a mis, mais pour vous montrer que c'est plus représentatif de ce qui se fait réellement au Québec, mais ça reste quand même nettement sous la moyenne. Comme le Québec, l'Australie est assez une faible utilisatrice de l'écofiscalité. La Suède est davantage vers la moyenne. Par contre, il faut soulever un élément. Il y a une grande diversité de mesures écofiscales en Suède, qui est intéressant. Puis, ils sont en place depuis longtemps. Donc, dans les réformes fiscales qu'il y a eu les années 80-90, on avait déjà intégré l'écofiscalité, ce qui fait que une des raisons pour lesquelles il y a moins de recettes, c'est qu'aussi que le comportement a évolué. Donc, il y a moins à taxer là, sur cet aspect-là. Ici, on va aller voir les taxes spécifiques, l'écofiscalité, là, à l'essence. Et donc, en cents sur le litre d'essence, dans chacun des litres d'essence. Et donc, au Québec, puis ça a été fait au 1er juillet, parce qu'on vous expliquera là, dans les prochaines secondes qu'il y a eu beaucoup de réductions temporaires de taxes sur l'énergie dans un contexte de crise énergétique. Là. Mais au Québec, c'est 29,2 sous par litre de taxes au 1er juillet 2022. Donc, dans le bas de l'échelle, comme le Canada, donc on est parmi les faibles utilisateurs des taxes sur l'essence. Encore une fois, je fais un bémol. Si on était dans une comparaison juste des 10 provinces, le Québec serait la province la plus élevée. Mais on est dans les pays dits avancés, parmi les pays qui l'utilisent le moins. Puis on a mis en plus pâle là, les pays qui se sont prévalus au 1er juillet, qui se prévalaient au 1er juillet de réduction temporaire de taxes sur l'essence. Puis vous voyez, à part l'Australie qui, s'il n'avait pas fait ça, serait au-dessus du Québec. Pour toutes les autres
baisse de taxe sur l'essence temporaire dans les autres juridictions, ça ne vient pas changer le rang. Donc, le Québec est vraiment en queue de peloton dans le classement de cette façon-là. Dernière section qu'on vous présente, un regard sur les inégalités. Oui, il y a un regard sur les inégalités dans un bilan de la fiscalité. Pourquoi? Je fais ça brièvement parce qu'on veut se garder du temps pour des questions. Tout simplement parce que la fiscalité, c'est une façon d'intervenir de l'État par laquelle ça peut nécessairement contribuer à réduire les inégalités. Et c'est un peu ce qu'on essaie de démontrer dans cette section-là. On va vous présenter notamment un indicateur à cet égard-là. Tommy, je te laisse continuer. L'indicateur qu'on vous présente, c'est le coefficient de Gini parce que c'est le plus utilisé. Pour voir comment ça fonctionne de manière plus détaillée, je vous réfère à la publication, mais sachez que plus le coefficient de Gini est bas, moins il y a d'inégalités, plus il est élevé, plus il sera considéré comme ayant des inégalités. Donc, à la lumière de ça, on peut voir que le Québec est au 5e rang des juridictions des économies avancées où est-ce qu'il y a le moins d'inégalités. Et ce que vous voyez, le petit losange au-dessus du graphique, c'est donc les inégalités qui sont considérées avant impôt. On voit que le Québec se classerait plus grand et donc que la fiscalité a un plus grand impact sur la réduction des inégalités que dans d'autres juridictions. Luc va vous revenir rapidement là-dessus dans quelques instants. Et puis, si on compare avec la Suède et l'Australie, encore une fois, la Suède a un coefficient de Gini qui est plus élevé qu'au Québec, mais plus faible qu'en Australie. Si on regardait avant impôt, à ce moment-là, il est à peu près similaire, il est à peu près identique dans les trois juridictions. Donc, la fiscalité au Québec et les transferts ont un plus grand impact que dans les deux autres juridictions sur la réduction des inégalités. Ici, dans le fond, ce qu'on fait, c'est toujours la même logique là, du coefficient de Gini présenté par Tommy, mais on regarde l'évolution dans le temps. Et on débute avant impôt. Donc, c'est vraiment le revenu de marché, là, ce que vous allez gagner par votre force du travail ou par vos placements, par vous-même. Là. Premièrement, ce qu'on constate au Québec, c'est les inégalités, puisque le chiffre était plus près de zéro, étaient moins grandes dans les années 70 ou 80, puis que depuis le milieu des années 90 ou depuis 2000, disons, c'est quand même assez stable. Et vous voyez, la dernière année qu'on a disponible, c'est 2020. Et donc, il y a eu une aggravation des inégalités en 2020, notamment par la fermeture de l'économie. Il y en a qui ont continué à travailler, mais il y en a beaucoup qui avaient perdu temporairement leur emploi. Donc, par la force du travail ou par avant l'intervention de l'État, les inégalités étaient en croissance pour 2020. Si on rajoute à ça, toujours avant impôt, mais en inclut maintenant les transferts gouvernementaux. Donc, une fois qu'on prend en compte les transferts gouvernementaux, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bien, oui, les inégalités ont peut-être augmenté par rapport au début de la période, mais encore une fois, depuis 2000, sont assez stables. Et là, contrairement aux revenus de marché, les revenus après transfert ont diminué en 2020. La force de la PCU qui a probablement contribué à ça. Et si on rajoute l'effet de la fiscalité, bien là, on s'aperçoit que, encore une fois, c'est assez stable et qu'en 2020, mais si on prenait aussi 2019, c'est une année où les inégalités sont plus faibles qu'en début de période. Donc, plus bas que dans les 45 dernières années. Plus bas que l'année 45, pardon, parce qu'il y a peut-être eu des années où c'était quand même plus faible, il faut le reconnaître, mais ça montre qu'il y a un maintien au niveau, après intervention de l'État. Donc, voilà, c'était l'essentiel de ce qu'on voulait vous présenter pour le bilan de la fiscalité. La publication, je vous rappelle qu'elle est en ligne. L'outil interactif aussi avec davantage de données. Vous pourrez vous amuser à faire vos comparaisons si vous le souhaitez. Avant de parler, je prends quand même quelques minutes, une minute peut-être pour revenir, pour conclure. Donc, Tommy, la comparaison, la nouveauté de cette année, la comparaison, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? En quelques mots seulement, rappelle l'objectif que derrière les indicateurs se cachent des impôts, donc ils peuvent différer, que malgré un poids similaire avec la Suède, on a peut-être plus d'affinité avec le système fiscal australien, tout en se rappelant par contre que, comme l'OCDE l'a rappelé récemment dans une autre publication, au Canada et au Québec, dans le fond, les administrations provinciales ont beaucoup d'autonomie fiscale. Merci, Tommy. Luc, aussi pour toi, un petit regard prospectif sur 2023 ou des souhaits? Bon, en 2023, plusieurs choses. Dans le fond, moi, j'ai plusieurs mots. Dans le fond, j'ai parlé en début de présentation qu'il y avait eu beaucoup de mesures ponctuelles pour le coût de la vie. Si ces mesures ponctuelles-là étaient nécessaires en 2022, compte tenu du décalage, maintenant, le régime d'imposition et les mesures existantes ont fortement été indexées pour 2023. Donc, ce n'est plus nécessaire d'utiliser les mesures ponctuelles ou en tout cas de l'utiliser de manière aussi large, donc une mise en garde. Deuxièmement, sous l'angle de l'incitation au travail,
les consultations dont le ministre a parlé du régime des rentes sont extrêmement intéressantes. Il y a des mesures là-dedans dont rendre les cotisations facultatives pour les gens de 65 ans et plus, permettent le début de la rente plus tardivement que les âges actuels. C'est des façons de rendre plus de flexibilité et donc d'agrandir indirectement l'incitation au travail de manière toujours volontaire. Donc ça, je pense que ça va être intéressant de suivre ces travaux-là. Puis dernièrement, bien, le ministre en a parlé, on ne peut pas passer sous silence l'idée qu'il y ait des réductions d'impôts. Donc, à mes yeux, oui, c'est possible qu'il y ait des réductions d'impôts. C'est possible que ça soit pertinent. Mais à mon avis, je le répète, j'ai l'impression de me répéter, mais je pense qu'il y a des conditions préalables à ces réductions d'impôts-là. La loi sur l'équilibre budgétaire au Québec a été suspendue depuis le budget de 2021. Il faut d'abord remettre toutes les facettes de la loi sur l'équilibre budgétaire en place. Dans ce cadre-là, il y aura donc un plan de retour à l'équilibre budgétaire précis et avec une certaine rigidité qui devrait être là. Le ministre a parlé d'avoir de nouvelles cibles de dette sur le long terme. Bien, établissons les nouvelles cibles de dette. Voyons les versements au fond des générations requis pour atteindre ces cibles de dette-là. Puis ce n'est qu'une fois qu'on aura tout fait ça qu'on verra quelle marge de manœuvre on a pour faire des baisses d'impôts. Sinon, bien, il faudra y aller plus progressivement ou il faudra y aller, les décaler un peu dans le temps. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que ça fait un portrait. Il y a vraiment beaucoup de questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va en prendre quelques-unes. D'abord, peut-être une précision rapidement. Il y a quelqu'un qui ramène le 39,6 de pression fiscale, de poids de la fiscalité. Mais je pense que c'est important de préciser parce que sa question, c'est est-ce que ça ne serait pas plus élevé si on ajoutait la pression fiscale reliée aux impôts du fédéral? Donc, le fait qu'on dit pression fiscale du Québec, ça a peut-être été... mais un peu juste le préciser, c'est important. Ça, c'est extrêmement fondamental parce que pour qu'on puisse se comparer avec les autres juridictions, c'est la pression fiscale au Québec et non pas du Québec. C'est au Québec. Et ça comprend donc, à une des diapositives, les recettes fiscales prélevées par le gouvernement fédéral, le Québec, les administrations locales. Dans le fond, c'est l'ensemble des administrations publiques sur le territoire québécois pour que le chiffre soit comparable avec les autres juridictions. Donc, c'est ça. C'est déjà inclus, donc, le fédéral. Merci beaucoup. Il y a tellement de questions, là. Il faut choisir, hein, parce qu'on n'a pas des tonnes de temps. Les baisses d'impôts, est-ce qu'elles vont, s'il y en a, est-ce qu'elles vont avoir un effet sur le poids de la fiscalité et sur le taux de pression fiscale? Est-ce que ça jouerait beaucoup sur ces éléments-là? S'il y a une baisse d'impôts de l'ampleur de la promesse, oui, ça va avoir des effets sur le taux de pression fiscale, mais il ne faut pas s'attendre à voir le taux de pression fiscale passer de 39,6 à 36, ça va être extrêmement modeste. On est en dixième de point de pourcentage, là, et donc il ne faut pas escompter trop de ce côté-là. Mais oui, une baisse d'impôts, telle qu'annoncée, en jouant sur le barème d'imposition, ça réduit les recettes collectées et donc ça réduit le poids de la pression fiscale. Merci beaucoup. Une question pour toi, pour Tommy. Est-ce qu'il y a de l'inspiration qu'on devrait aller chercher dans un des deux pays qui a été comparé davantage? En lien avec ce qu'on a discuté, par exemple, il y a des mesures écofiscales en Suède qui mériteraient de l'attention dans l'optique où est-ce que c'est un des modes qui est moins utilisé au Québec. Donc, s'il y avait un élément à regarder, peut-être c'est plus l'écofiscalité qui se passe là-bas. L'écofiscalité, peut-être que c'est un élément à retenir aussi pour la prochaine année. On peut souhaiter que ça soit davantage utilisé. On a parlé des impôts, des mesures ponctuelles. Il y a quelqu'un qui essaie de faire le lien, qui dit, est-ce que ça va avoir un effet sur le Gini, ces éléments-là, éventuellement, ou y a-t-il moyen de les intégrer? Donc, peut-être que j'irai moi-même. C'est sûr qu'on pourra voir éventuellement ces effets-là. Par contre, il faut retenir que la majorité, ce sont des mesures qui sont ponctuelles. Donc, les effets à long terme, ils seraient plus difficiles, dans le fond, à imaginer. Comme la PCU l'était en 2020. Tout à fait. Fait que ça va être intéressant de voir la suite de ces indicateurs-là. Je viens de voir le temps. Je pense qu'on est rendu au bout de notre activité. Merci vraiment à tous ceux qui ont participé. Merci pour vos questions. Je vous rappelle que tout ça va être en ligne, est déjà en ligne. Le lancement va être aussi possible de le visionner de nouveau. Puis, bon, Luc, en tant que titulaire de la chaire, je te laisse le mot de la fin.
C'est vraiment le mot de la fin. Donc, merci à nos partenaires financiers et à nos partenaires de diffusion. Évidemment, ils contribuent grandement au succès de cette activité. Merci à vous qui vous connectez, qui vous inscrivez à nos activités, d'être toujours aussi nombreux. Donc, c'est un plaisir. Puis je vous dirais, restez aux aguets. Il va y avoir des activités, assurément, dans l'année 2023. Et nul doute qu'on va profiter aussi de l'année 2023 pour souligner que ça va quand même faire 20 ans que la chaire existe. Donc, il y aura des activités sans doute spéciales dans ce contexte-là. Mais restez à l'affût et ça nous fera plaisir de se connecter de nouveau avec vous. Merci beaucoup. Merci.